Ainsi, amour, inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, il y a dans ce sonnet de Louise Labbé comme une rengaine qu'entonnent les requérantes, car ainsi la justice les a aussi menées. La cassation obtenue, elles pensaient se trouver hors de peine, et quand elles crurent la solution être certaine, la cour de renvoi les remit en leur premier malheur. Pire, elle aggrava leur peine. Simone de Beauvoir ne les avait-elle pas prévenus? Ne leur avait-elle pas dit que, si l'on vit assez longtemps, on doit savoir que toute victoire peut un jour se changer en défaite? Quoi qu'il en soit de cette mise en garde, les requérantes refusent le sort qui leur est réservé. Elles soutiennent que l'aggravation de la peine après cassation serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Et sous quel prétexte? Sous le prétexte que cette aggravation aurait pour effet de dissuader le prévenu de former un pourvoi. Pour que le recours en cassation soit effectif, il faudrait, selon elle, que la juridiction de renvoi ne puisse aggraver le sort de la personne condamnée. La proposition n'a rien d'évidente. Évidente, elle l'est si peu que c'est la solution inverse qu'adopte la Cour de cassation. Dans un arrêt publié du 21 juin 1966, la Chambre criminelle a affirmé que la Cour de renvoi pouvait aggraver la peine antérieurement prononcée, y compris lorsque, comme ici, la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. Et comme s'il fallait encore convaincre les justiciables, sans doute restés dubitatifs sur la portée de cette solution, les hauts magistrats l'ont réaffirmé dans un arrêt du 8 juillet 2015, en rejetant le moyen tiré de ce que le prononcé par la juridiction de renvoi d'une peine plus sévère serait contraire au droit à un recours effectif. Dans son ouvrage de référence, le président Boré analyse le renvoi après cassation comme une contre-épreuve. Une contre-épreuve que le législateur a jugée nécessaire pour consolider la doctrine dégagée par la Cour régulatrice. En vous transmettant cette question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a sans doute de même entendu se soumettre à une contre-épreuve. Une contre-épreuve qui lui permettra de consolider sa doctrine. Cette question est la suivante. Les dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu par la Cour d'appel de renvoi sur son seul pourvoi, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit? Vous répondrez par la négative. En écartant le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif, vous consoliderez la doctrine de la Cour de cassation. Outre que les dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne vident pas de toute substance l'exercice du pourvoi, l'aggravation potentielle de la peine par la Cour de renvoi découle de la logique même du pourvoi. L'exercice du recours en cassation d'une part, la logique du recours en cassation d'autre part. Les requérantes ne prêchent pas sans missel de la règle interdisant d'aggraver le sort du prévenu sur son seul appel, énoncée à l'article 515 du Code de procédure pénale. Elles déduisent une règle de portée générale, susceptible d'inclure le renvoi après cassation. Elles pensent même, avec espoir, rattacher le respect de cette règle à l'exigence constitutionnelle du recours effectif. Mais l'espoir s'effondre rapidement, car le principe d'effectivité du droit au recours n'exclut pas l'aggravation de la peine. Et du reste, la règle énoncée à l'article 515 du Code de procédure pénale n'a ni pour objet ni même pour finalité de rendre effectif le droit au recours.
un principe dévoyé d'abord, une règle incomprise ensuite. Non, je veux m'y tenir. Quelque sensible tort qu'un tel arrêt me fasse, je me garderai bien de vouloir qu'on le casse. On y voit trop à plein le bon droit maltraité, et je veux qu'il demeure à la postérité. Il faut être résigné comme Alceste pour refuser de contester une décision qui maltraite le droit. Les requérantes ne sont pas Alceste. Mécontentes de l'arrêt rendu par la première cour, elles ont formé un pourvoi. Et ce pourvoi, elles l'ont formé en toute connaissance, notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, avec constance, retient que la juridiction de renvoi peut aggraver la peine antérieurement prononcée. Il est donc pour le moins incohérent de venir soutenir aujourd'hui que la possibilité d'aggraver la peine après cassation aurait pour effet de dissuader le prévenu de former un pourvoi. Le risque d'aggravation de la peine ne les a-t-elle même en rien dissuadés d'exercer ce recours. Il reste que, sous-jacente à cette thèse, se trouve une idée. Le recours ne serait effectif que s'il est efficace, que s'il n'est pas susceptible de se retourner contre celui qui l'a exercé. Pour séduisante qu'elle soit en apparence, cette position ne saurait être approuvée en droit. Si l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, ce texte n'a pas pour vocation de garantir le succès du dit recours, non plus que son efficacité. Il n'est pas une seule décision du Conseil constitutionnel qui est statuée en ce sens, et pour cause, ce serait aller bien au-delà des prévisions de la Constitution et des textes auxquels son préambule renvoie. Au demeurant, et même si contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité ne se confondent évidemment pas, il n'est pas inutile de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme s'inscrit dans la même ligne. Comme elle aime à le rappeler, non parfois, sans une certaine ironie, l'effectivité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'avoir une issue favorable. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès du recours ou quant à la possibilité de ne pas voir son sort ultérieurement aggravé ne constitue donc en rien une atteinte au droit à un recours effectif. Une règle incomprise ensuite. La phrase banale que les règles de droit sont faites pour s'appliquer, quoiqu'elle ait l'air d'un truisme, n'est pas une vérité absolue. Le doyen Carbonnier l'a rappelé dans son flexible droit. S'il est des règles qui, dans leur vocation à être appliquées, il en est d'autres dont la vocation, paradoxalement, est de ne pas l'être, à tout le moins, de ne l'être pas constamment. La règle énoncée à l'article 515 du Code de procédure pénale, sur laquelle se fondent les requérantes, fait partie de ces règles qui ne s'appliquent pas constamment. Afin de dissiper d'emblée tout éventuel malentendu sur ce point, il ne paraît pas inutile de rappeler que la prohibition de la reformatio in peius n'est pas, comme certains cherchent à le faire croire, une règle de faveur. Il ne s'agit pas de préserver la sécurité juridique, pas plus qu'il ne s'agit de garantir le droit à un recours effectif. L'objectif n'a jamais été celui-là. La règle, qui trouve son origine dans un avis du Conseil d'État du 12 novembre 1806, se justifie par l'idée qu'un tribunal ne peut adjuger ce qu'on ne lui demande pas. En aggravant le sort du prévenu alors que le ministère public n'a pas fait appel, les juges se prononceraient au-delà de ce qui leur a été demandé. C'est cela, et cela uniquement, le fondement de la règle. Et c'est cela qui explique, l'expérience le prouve, que l'interdiction d'aggraver la peine, quoique élevée au rang de principe général du droit, ne joue que de manière exceptionnelle. Même lorsque le prévenu forme appel d'une décision de condamnation, il n'est jamais assuré de ne pas voir cette condamnation aggravée. L'interdiction peut toujours être paralysée par un appel incident du parquet, possibilité dont ce dernier d'ailleurs fait largement usage. Le législateur en a parfaitement conscience et ne s'y est jamais opposé. Et vous n'avez jamais considéré, de votre côté, que cette capacité de riposte serait susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif,
Non plus d'ailleurs qu'elle serait de nature à dissuader le prévenu de contester la décision du premier juge pour la seule raison que son sort risquerait d'être aggravé. La règle énoncée à l'article 515 du Code de procédure pénale n'a donc assurément pas la valeur que lui prêtent les requérantes. Récemment d'ailleurs, dans une décision du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel, refusant de voir dans le principe général selon lequel la situation de la personne sanctionnée ne peut être aggravée, une exigence de valeur constitutionnelle, a admis que le législateur puisse y déroger. L'effectivité du droit au recours commande en revanche de préserver la logique du recours. S'il fallait encore vous convaincre de la conformité à la Constitution des dispositions contestées, il suffirait donc de vous rappeler la logique propre du pourvoi, la logique du recours en cassation d'autre part. Il faut que tout change pour que rien ne change. Quelle autre phrase que celle du guépard de Lampedusa illustre mieux la position des requérantes? Elles sont pour la cassation et contre son résultat. Il faut que tout change, que la peine prononcée à leur encontre soit annulée et que rien ne change, que cette peine soit érigée en référence, en horizon indépassable. C'est oublier que le propre de la cassation est de rebattre les cartes, que la cassation ne laisse rien subsister de la décision attaquée et que la Cour de renvoi, comme la première cour à laquelle elle se trouve substituée, exerce une plénitude de juridiction. Il en découle une logique singulière qui exclut d'attacher au pourvoi les mêmes conséquences qu'un appel. Une logique singulière d'abord, une logique exclusive ensuite. Et le temps m'engloutit minute par minute, comme la neige immense, un corps pris de roideur. Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur, et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute? L'avalanche, c'est le pourvoi, la chute, la cassation. En ce domaine, il faut, à la manière de Baudelaire, avoir le goût du néant. Car si le pourvoi est accueilli, l'arrêt attaqué se trouve, sauf cassation partielle, anéanti. L'arrêt est annulé de façon rétroactive, comme s'il n'avait jamais existé. La Cour de renvoi ne saurait ainsi être tenue par la peine prononcée par la première cour, dont la décision n'existe plus. Il y aurait en tout cas quelque chose d'irrationnel, sinon de paradoxal, à reconnaître une quelconque autorité de sauge jugée à des dispositions qui n'existent plus. Anatole France avait, lui, ces mots définitifs. Si ce que nous ignorons n'est plus, à quoi bon nous tourmenter pour un néant? Le propre de la cassation est également de remettre les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la décision annulée. Tout doit se passer comme si la Cour de renvoi était saisie dans les conditions où la cause et les parties se présentaient devant la première cour. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Cour de renvoi, saisie tant de l'appel du parquet que de celui du prévenu, puisse aggraver la peine antérieurement prononcée, et cela même lorsque la cassation a été prononcée sur le seul pourvoi du prévenu. Et en tout état de cause, la Cour de renvoi jugeant à nouveau l'affaire en fait et en droit, l'effectivité du pourvoi en cassation n'étant rien remise en cause. Une logique exclusive ensuite, car les règles procédurales du pourvoi diffèrent de celles de l'appel, pour lequel précisément s'applique le principe de l'interdiction de la réformation in pejus. Et du reste, pourquoi devrait-on déduire une interdiction d'aggraver le sort du prévenu au prétexte que l'intéressé aurait seul formé un pourvoi? Doit-on rappeler qu'en matière pénale, le pourvoi incident n'existe pas? La logique de la riposte incidente qui prévaut en appel est absente à ce stade. Alors, que faudrait-il faire? Que faudrait-il faire pour qu'une réformation dans un sens défavorable au prévenu soit possible? Que faudrait-il faire pour que cette réformation soit permise? Que systématiquement, le ministère public se pourvoie contre les arrêts prononçant des peines inférieures à ses réquisitions? Cela n'a pas de sens, pas devant une juridiction qui est chargée de dire le droit et non de juger le fait. Et certainement pas à l'heure où la Cour de cassation entend promouvoir sa mission normative. Sauf à méconnaître cette fois un autre principe de valeur constitutionnelle, l'objectif de bonne administration de la justice.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il n'est d'homme véritable que responsable. C'est son privilège extraordinaire, disait Nietzsche, son doux fardeau, disait Musil. Les requérantes ont pris leurs responsabilités. Elles se sont pourvues en cassation, ont exercé ce privilège, cette voie de recours extraordinaire, et reviennent aujourd'hui devant vous en déplorer le fardeau. Ce fardeau, elles peuvent encore le surmonter. Rappelons qu'un pourvoi est pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et que ce pourvoi, s'il y est fait droit, leur permettra, une nouvelle fois peut-être, de rebattre les cartes. Alors, avec Voltaire, pensons que rien n'est plus propre à nous consoler des misères de cette vie que de songer continuellement que tout peut repartir de zéro. Vous rejetterez. Je vous remercie.